Merci. Bon, bonjour tout le monde. Je m'appelle Luis Villa et aujourd'hui je vais faire une présentation sur la valorisation de la recherche par les livres. Alors, euh, l'idée ici, c'est que on est dans un forum où on parle des sciences ouvertes. Et sauf que la science ouverte, elle est un peu en contradiction avec la valorisation classique de la science. Moi, je porte les projets pilotes, 10 projets pilotes du CNRS qui ouvrent hardware, software et data. Et du coup, j'essaie de vous faire un retour sur toutes les murs qu'on s'est pris dans la gueule pour essayer de vous montrer un peu que c'est possible de valoriser par les livres. C'est pas quelque chose qui est en dehors, c'est une voie qu'on est en train de bâtir avec dans les CNRS, on est en train de bâtir, on est en train de changer les choses pour que ça soit une voie commune. C'est bon. Pour me présenter, j'ai oublié de mettre la petite slide avec la photo, mais comme je suis là, je suis un enseignant-chercheur de l'IUT de Toulouse. J'enseigne l'électronique, l'informatique, les maths, en fonction de là où il y a des trous qu'il faut conduire. Mon spécialité, c'est l'électronique de puissance. Donc, c'est un truc magique, mais vous avez dû tous être confrontés au fait que quand vous allez monter quelque chose pour l'alimenter, et quand vous faites l'alimentation, il n'y a personne. C'est difficile de le faire. Donc, moi, j'essaye de faire l'Arduino de l'électronique de puissance. Ça, c'est mon objectif. J'essaye de faire une plateforme de prototypage rapide pour que n'importe qui puisse, en espace de quelques heures, monter n'importe quel type d'alimentation. Ça, c'est l'objectif. Je vais vous montrer. La présentation que je vais vous faire, elle est divisée en deux parties. Je vais d'abord parler du livre. Et une fois que j'ai parlé du livre, je vais donner les études des cas qui c'est que je fais. Alors, c'est important pour être mission des scientifiques. Dériver une loi scientifique ou une théorie scientifique, il faut du volume, il faut des données. Donc, beaucoup de choses que je vais vous dire, c'est plutôt anecdotique que questionner ce que je vous dis. Et je suis pas du tout un expert sauf l'électronique des puissances et quand même les syndromes d'imposteur absolument. C'est mon retour d'expérience. Donc, si on parle des sciences ouvertes, vu qu'on est là pour la science ouverte, c'est quoi la science ouverte? Si on prend les points de vue français de la science ouverte, on a une loi qui nous cadre, on a la loi de la République numérique. Et grosso modo, j'ai pris un extrait de la loi, je l'ai mis sur les côtés ici et je l'ai fortement raccourci pour que ça soit quelque chose de visible. Mais grosso modo, la loi, elle nous dit qu'on peut partager un preprint, grosso modo, si on simplifie, on peut partager un preprint, on a les droits. Sauf s'il a un embargo, et cet embargo, c'est entre 6 mois et 1 an. Et normalement, c'est 6 mois, sauf si c'est les sciences sociales, c'est 1 an. Donc, grosso modo, quand on parle des sciences ouvertes, on va parler d'un droit de partage. On a des outils de partage, on a HAL, HAL, on a Epicence pour des revues libres ou des revues portées par les communautés. Et on a ScienceConf qui les gens ici ont vu peut-être déjà utiliser. Ça, c'est des outils numériques libres développés par notre superbe République qui nous donnent des moyens de partager. Et du coup, la question qui m'anime un peu la discussion d'aujourd'hui, parce que des keynotes, c'est c'est quoi la science ouverte? Est-ce que c'est une science ouverte? Est-ce qu'elle est possible avec une ingénierie fermée? Et est-ce que science ouverte, ça veut dire les données sont ouvertes? Donc, est-ce qu'on, quand on parle des sciences, on parle uniquement d'ouverture de données? Ou est-ce que la science ouverte implique aussi une ouverture de moyens d'équipement? J'ai fait un exercice marrant. Je suis allé dans la feuille de route du CNRS pour la science ouverte et sur la politique du licensing du CNRS aussi, pour regarder un peu. Et dans la feuille de route du CNRS pour la science ouverte, il n'y a pas une seule fois où les mots open source apparaissent. Brevet apparaît une fois, mais dans un contexte assez léger du style pour l'évaluation, on va essayer de compter les brevets dans l'évaluation des enseignants-chercheurs. Okay. Mais l'open source, les mots open source, l'appellation open source n'apparaît pas. Les libres apparaît dans d'autres choses, mais open quelque chose, ça apparaît pas. À aucun moment.
open, open source. Du coup, je vais, comme je disais, vous donner mon retour d'expérience. Et jusqu'aujourd'hui, on a au niveau du CNRS, il y a une politique de licensing qui existe, et il n'y a pas de document cadre des politiques de licensing. Et justement, c'est là-dessus qu'on est en train de faire. Alors, si on prend la valorisation classique, partons de ceux qui ont les gens qui pratiquent d'abord. Il y a 4 actifs DPI qui existent. Soit vous faites un brevet, soit vous avez, c'est une exclusivité de commercialisation, soit vous faites un savoir-faire. C'est les temps d'une personne, grosso modo, vous vendez un bus. Soit vous avez une licence d'exploitation, c'est grosso modo comment on va s'arranger pour qui va payer des royalties à qui. Soit vous avez une marque, sans signer de statut. Après, quand vous faites du libre, vous tombez 3. Parce que vous partagez l'information, vous pouvez pas la breveter, vous partagez les savoir-faire, donc ça encore, vous pouvez essayer de négocier. C'est un délit actif. Il n'y a pas de licence d'exploitation parce que les licences sont des licences libres. Donc, grosso modo, quand on est face au libre, la seule chose qui reste à peu près, c'est la marque. Et la marque, en tout cas au niveau du CNRS ou du public, les marques, elles sont plutôt dans une logique défensive. On a les marques et les CNRS va mettre en procès à quelqu'un qui abuse de dire, ah, j'ai un super parfum au niveau CNRS. Et en fait, le CNRS n'a pas donné les droits d'utiliser la marque. Et du coup, il va se défendre. Mais c'est pas une attitude agressive. Je dépose une marque et je vais la défendre pour essayer d'aller avoir l'exclusivité de la marque. Donc, on est un peu bloqué. Et du coup, comment on valorise classiquement la science fermée? La science fermée, c'est du cas par cas. C'est vraiment pour chacun des cas, on va analyser quels sont les bons actifs des pays possibles et on va essayer de mettre en place une stratégie de transfert. Vos SATT, si vous avez déjà entendu parler, les SAT, elles ont, par loi, elles ont un droit de primo-regard sur la valorisation de la charge publique en France. Donc, elles ont le droit de regarder ce qui sortait de labo d'abord, avant CNRS Innovation, c'est les bras de valorisation du CNRS. Et les SAT vont typiquement dire, OK, là, vous avez une molécule intéressante, vous avez un prototype intéressant, vous avez un savoir-faire intéressant. On va vous filer du pognon maintenant, au démarrage. Comme ça, on prend une part dans la future structure. On achète 1 an, 2 ans d'ingénieurs à temps plein pour développer. Et après, on brevette, on transfère, on fait un accord de transfert vers les structures qui va être créée, typiquement une société, une SA. Et après, on se met d'accord, est-ce qu'on va rembourser, est-ce que c'est des parts qui la SATT va avoir dans l'entreprise et qui va la vendre comme ça va devenir des millions. Et on part dans une logique où on prend un truc, on trouve un moyen de se mettre d'accord sur qui va avoir combien à bout de quel moment. Et après, on crée une boîte pour aller chercher les lever des fonds et tirer la manette. Et ça fait des millions et des millions. Et à la fin, quelqu'un sort avec son épingle du jeu, et toi, tu restes devant, en train de piloter un truc où tout a été dilué, vous n'avez plus aucun droit décisionnel parce que vous avez dilué avec des levées de fonds, et vous vous retrouvez avec une structure qui vous avez aucun pouvoir, mais vous devez bourser pour rembourser tout le monde. C'est comme ça qu'on fait la valorisation classique, c'est comme ça. Alors, comment on valorise la science super? C'est la question que je me suis posée parce que par principe, je voulais faire de la science. Il a la science, c'est la science fermée, et je vais faire la science. Du coup, comment je fais la science? Comment je peux, moi, avoir l'impact dont j'ai envie d'avoir dans la société qui m'entoure? Du coup, on va vers l'open source. Alors, l'open source, c'est pas open bar. Ça, je crois que ça, c'est le truc le plus important si un jour on vous pose la question, open source n'est pas égal à open bar. On ne fait pas n'importe quoi avec l'open source. L'open source est basé sur du copyright. Il peut s'appliquer à tout qui est associé à un droit d'auteur, à du software, à du hardware, à la documentation, à la data. Ça peut s'appliquer sur tout sur lesquels on a un droit d'auteur dessus. Et comment est-ce que ça marche? C'est un système de licence. On choisit les droits et les devoirs lors d'une mise à disposition du nouveau livre. Donc, on dit aux gens, vous pouvez commercialiser ce truc-là. Je vous ouvre, faites ce que vous voulez, mais, et c'est là où rentrent les différentes licences. Mais vous pouvez pas changer la licence, mais vous pouvez pas finalement commercialiser, mais si, mais ça. On va avoir les licences comme la Creative Commons, qui
peut-être vous avez déjà entendu parler, Creative Commons, qui va avoir 4 droits et fondamentaux, les droits de commercialiser, les droits de modifier, les droits d'échanger de licence et les droits de dire ou de ne pas dire d'où ça vient. Et on compose avec ça pour créer des dérivés de la licence Creative Commons. On a la GNU, on a la Open Hardware du CERN, et après, ça, c'est la Free Software Foundation et le symbole d'Open Hardware. Et du coup, il y a une nuance importante entre quel type d'hardware on veut, si on veut faire quel type de licence on veut choisir. Si on a un copyleft fort, les redistributions de logiciels ou de l'œuvre en question, modifiées ou non, ainsi que tous les composants ajoutés, ne peuvent se faire que sous la licence initiale. Ça contamine. Les termes, c'est contaminé. On choisit une licence qui fait que celui qui l'utilise derrière ne peut pas la changer. C'est contaminé. Et après, on a, donc ça, c'est GTLv3, la licence du CERN. Si on parle des copyleft faibles, à ce moment-là, on est dans la distribution logicielle. Des nouveaux composants peuvent être ajoutés sous d'autres licences. On peut changer la licence. On peut en disposer de façon différente. Alors, c'est quoi les avantages? C'est important. C'est quoi les avantages et les inconvénients de faire du libre? Donc, nous, on est en train de faire la science ouverte, ok? Mais, quels sont rien, there's no free lunch. Rien n'est gratos. Quelles sont les contreparties? Quels sont les problèmes potentiels? Quand on fait du libre, on peut fédérer. Donc, ça tend vers l'universalité. Ça, c'est bien. On partage l'effort de développement. Ça, vraiment, coûte cher. On horizontalise les systèmes de contributions et on permet une action décentralisée. C'est qui permet l'émergence de nouveaux modèles. Les gens ils peuvent valoriser des façons diverses et variées. Les gens ils peuvent valoriser la maintenance. On va voir les modèles de business derrière. Mais il y a une grosse difficulté avec les livres, c'est comment on rémunère ces trucs. Parce qu'il faut quand même que les gens y payent. Il faut quand même que les gens y trouvent leur compte. Est-ce que c'est difficile de payer avec les livres? D'un côté, ça empêche aussi le souverainisme. Donc, si on a des secrets d'État, on va être libre. Si on veut nous piloter une industrie qu'on veut la protéger pour la garder secrète, ben, on va pas utiliser du libre. Donc, il y a un souverainisme qu'on a du mal à gérer, qui est empêché par ça. Les contributions n'impliquent pas une contrepartie de la reconnaissance et ça peut tendre vers une ubérisation dans le domaine. Donc ça, c'est les travers qu'il faut fondamentalement éviter. Ça veut dire qu'il y a un peu les bons et les mauvais open source, comme les bons et mauvais chasseurs. Les bons open source, ils fédèrent des contributions et organisent l'action communautaire, se comportent comme un chef d'orchestre décentralisé. Il met la communauté au centre de la démarche. Les mauvais open source, il met les produits au centre de la démarche. Il va utiliser l'effort communautaire comme moyen de développement rapide et après, il va basculer en closed source premium. Donc, quand on fait de l'open source, la valeur ajoutée, c'est pas le produit. La valeur ajoutée, c'est la communauté. Et quand on va construire un projet open source, qu'on souhaite valoriser derrière, et il faut qu'on protège cette communauté. C'est ça l'actif qu'il faut protéger, c'est la communauté. On va voir comment nous, on a dû en sortir. Il y a plusieurs business models possibles. Les libres, c'est pas quelque chose de gratuit, c'est peut-être gratuit, mais c'est pas quelque chose de anodin. Il y a des grosses structures libres dans les mondes qui pilotent notre existant. On peut vendre des services autour d'un produit libre, Red Hat fait ça, avec une garantie de fonctionnement ou du support. On peut vendre des kits, c'est fait Arduino, c'est fait smartphone. On peut avoir un marketplace dans lequel les différents acteurs vont venir jouer. Ils vont peu échanger entre eux et nous, on prend une commission. On fait Android ou Precious Classic. Ou on va avoir les deux. On tire la sonnette, on passe les chapeaux et on fait de l'open source comme fait Wikipédia. Et on voit que c'est pas des petites structures qui ont fait ça. Ça, c'est des trucs à des millions et des millions d'euros par an. Donc, les libres peut être un levier de financement important. Il faut choisir son business model en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça, en soi, c'est pas fondamentalement différent du closed source. Ça va dans le même délire. Il faut choisir ce qu'on veut. Le gros, c'est la communauté des centres. Et là, il faut poser la question. Quelle communauté vous voulez? Est-ce que vous voulez une communauté qui est
grande comme ça, avec la valeur ajoutée par membre diminuée comme ça? Ou est-ce que vous voulez une communauté petite comme ça, avec une énorme valeur ajoutée par membre? Si on va prendre des exemples, est-ce que vous connaissez les OS embarqués Zephyr? Moi, je l'utilise. Est-ce que vous connaissez FreeRTOS? Vous connaissez FreeRTOS? Ouais. Zephyr, c'est un OS, je veux parler des cas de Zephyr. Zephyr, c'est un OS embarqué, piloté par la fondation Linux. Donc, c'est génial. Moi, je l'utilise à fond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont géniaux. Et c'est un OS embarqué pour microcontrôleurs. Et il y a Google qui est derrière, il y a Intel qui est derrière, il y a ST qui est dedans, et ils commencent à devenir assez gros. Et eux, ils sont partis dans une logique un peu comme ça. Une grosse valeur par membre avec une communauté qui est un peu niche. Même s'il y a beaucoup d'utilisateurs, eux, leur communauté, c'est qu'ils ciblent, c'est plutôt avoir des grands fondeurs avec eux. Si on va à droite, ça va être plutôt Arduino, où on a une énorme communauté, mais on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée par membre, en moyenne. Il va toujours avoir des barbus qui vont ajouter la famille. Alors, quand on fait du libre et qu'on souhaite s'élancer dans la valorisation du libre, ce qu'il faut savoir, c'est que la logique de valorisation du libre, c'est une course à un standard. Arduino est devenu un standard. Parce que, bon, c'était là au début, il y avait personne à côté. Mais si on regarde dans les cartes nucléo de chez ST, il a une empreinte Arduino dedans. Donc, les libres, la valorisation par le libre, c'est une course à des standards. Ça veut dire qu'il faut courir très vite pour arriver à utiliser un mécanisme. Donc là, ça, c'est sort d'une thèse de Laetitia Thomas qui fait une thèse sur les business models de open source hardware. On a une espèce de décollage qui va se passer. On a une phase de dévoilement, une phase de social et une phase d'acceptation. Et au fur et à mesure qu'on est en train de grossir dans ces phases-là, on va trouver cette espèce de spirale où on va réussir à trouver quelqu'un qui va nous donner du sous au départ. On va faire un petit service en faisant du custom pour les premiers clients. Après, on va commencer à vendre des produits. Au bout d'un moment, on va se faire copier. Mais on a la marque, donc on a une longueur d'avance. Et les gens vont commencer à vendre, comme il y a plein de copies d'Arduino de partout. Par contre, Arduino, il y a une seule qui a Arduino, qui a la marque, et qui devient une espèce de plateforme ou une entreprise. Donc, il y a cette espèce de spirale de croissance quand on fait du libre, qu'il faut anticiper. Parce qu'au bout d'un moment, on va se faire copier. Au bout d'un moment, quelqu'un va prendre la main. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts à la prochaine étape? Ça sort d'une thèse de Véronique Sanguinetti. La thèse, elle est géniale. Je vous invite à aller, il y a beaucoup plus de détails. Là, vous avez deux morceaux d'un graphe. Les bleus, c'est bien, les rouges, c'est pas bien. Dans les bleus, c'est tout ce qui incite les entreprises ou les structures à adopter les livres. Ils sont incités par l'efficacité. Ça permet de fiabiliser, il y a une certaine sécurité informatique, ça permet de maîtriser la technologie, ça permet d'avoir une indépendance dans la diversification de l'utilisation. Ça permet de briller, ça permet de valoriser, faire du marketing, collaborer. Et ça permet de développer des marchés, c'est-à-dire qu'on peut aller vers des clients, on peut aller vers des marchés, des endroits où on n'était pas présent avant. D'un point de vue, ce qui bloque, ce qui freine l'adoption, c'est que souvent, d'un point de vue propriété intellectuelle juridique, c'est un peu flou, donc les gens, ils ont peur. Les gens, parfois, ils sentent qu'ils n'ont pas les compétences techniques pour adopter la techno. On a les problèmes de maintenance des supports. C'est un super projet libre. Il n'y a plus de communauté derrière, c'est mort, donc on n'est pas intéressé. Et il y a la notion aussi de sécurité informatique. Dans la contrainte de offre, c'est que souvent, les gens, ils veulent une solution, mais il n'y a pas la solution exacte pour le problème qu'ils veulent, donc ils n'acceptent pas les livres. Il n'y a pas un truc modulaire ou un référencement ou une question de responsabilité. Les référencements, j'arrive pas à trouver dans mes canaux d'approvisionnement classiques sur lesquels je suis déjà souscrit et que j'ai un prix dessus. Et finalement, des gens, souvent, ils sont contents. Ils sont contents avec leur fournisseur actuel. Ils utilisent Windows, j'utilise MATLAB, j'ai pas aucune raison pour aller sur Linux, ok, je suis content. Je paye, ça. Et du coup, ça, c'est aussi un obstacle à la migration vers le pour aller vers la fin de cette première partie, donc là j'ai parlé du hardware et un peu du software libre, des licences, mais on a aussi une grosse problématique au niveau des données, parce que
il n'existe pas un mécanisme de réciprocité dans les données encore. On n'a pas encore inventé ce truc-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux mettre à disposition des données à tout le monde. Pas de problème. Mais quel est le mécanisme de réciprocité qui va faire tout le monde nourrir ma base de données? Aucun. Il n'y a aucun levier. Quand on fait du libre et qu'on donne, je donne ça à un GPL-V3, il y a dans la licence un mécanisme de réciprocité. C'est derrière la personne elle développe et qui utilise les libres, c'est les droits de demander à n'importe qui utilise sa techno, donne-moi tes plans. Et il peut pas dire non. Et ils disent, ah, tiens. Ils n'ont pas le droit de dire non. Alors que les brevets, c'est les droits de mettre en procès à quelqu'un qui utilise notre techno pour récupérer les royalties. C'est des droits différents. Mais là, il n'y a pas ça. Dans la donnée, il n'y a pas ça. On peut mettre en place des bases de données. Il existe des licences pour les partages de données. Il y en a quelques-unes. Il a les Français, ils ont été la licence ouverte, c'est la France qui a été derrière ce truc-là. Il a Open Database License aussi. Je crois l'Open Database License, c'est une licence sur la base de données, mais pas nécessairement sur les contenus. Du coup, c'est un peu louche parce que il y a des contenus qui sont propriétaires et des contenus qui sont pas propriétaires dans une même base de données, donc on va sécuriser la base de données, mais des contenus peut-être sur notre licence. Et en fait, là, j'ai mis un petit, cet article, j'ai trouvé ça génial. C'est quelqu'un qui a fait un état d'art des licences pour la data libre. Je vous invite à les lire. Le problème, c'est comment est-ce qu'on crée les mécanismes des droits et des devoirs? Comment est-ce qu'on arrive à, OK, tu m'as donné des données d'un an. En contrepartie, je vais entraîner mon algorithme d'apprentissage machine et je te donne accès à l'algorithme, par exemple. Mais comment est-ce que je veux savoir que c'était donné et c'est pas donné quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je peux savoir ces choses-là? Nous, on a des idées. On est en train de travailler, on est en train de discuter à la pause. Est-ce qu'une signature de la donnée, un token, un truc, moi, je nage là-dedans. J'ai un de nos postdocs qui est à fond. Mais grosso modo, il n'y a pas de mécanisme, donc ça c'est un problématique, c'est un challenge pour la science ouverte et pour la donnée. Et je voulais bien mettre vraiment une espèce d'ouverture philosophique, un contre-pied par rapport au mythe des gens qui sont entrepreneurs et qui vont sauver les mondes, ou qui sont chercheurs et qui vont eux tout seuls trouver les prochains Nobel et je voulais juste dire seul on va nulle part. Ensemble, on arrive à bon port, mais seul, ça marche pas. L'innovation, la science n'est pas nécessairement faire, mais plutôt partager. Ça veut dire que, allez, je suis parti, j'ai une belle idée, vas-y, va inventer l'eau chaude, alors qu'il aurait pu discuter, regarder ce qui est fait ailleurs. Donc, ce n'est pas la technologie qu'il faut, mais plutôt son partage. Quelle est la techno qui nous intéresse? Ça, c'est classique, c'est les My Baby Effect. Ah, j'ai travaillé 10 ans dans ces trucs, je veux absolument que ça aille en sens. Ouais, mais il existe meilleur à côté. Est-ce que tu es prêt à abandonner ton bébé pour prendre quelque chose de bien et contribuer à une communauté qui existe? C'est dur. C'est vraiment, vraiment difficile. Et il faut faire attention parce que libre, c'est pas nécessairement juste. Parce qu'on peut tout à fait dire, ah ouais, non, ouais, c'est bien, tu m'as donné tout, au revoir. Et ça, il faut faire vachement attention. C'est un couteau. Il faut pas être un fou avec un couteau quand on travaille. C'est un outil. Et du coup, je peux maintenant, bon, ça c'est la partie, on va dire, qui est plus sociale. Je sais que j'ai vu le poster, j'ai vu les thématiques, on est tous fous des solutions techniques, on aime bien parler technique, comment on a hacké tel type de microcontrôleur, nanana. Toutes ces choses que je vous ai données, c'est des contraintes sociales. Là, je vais rentrer dans mon projet, dans notre projet, je vais faire ça tout seul, et je vais petit à petit, je vais attirer votre attention à comment on a dû prendre ces choses-là et l'incorporer dans la techno pour qu'elles deviennent une techno vraiment valorisable par les gens. Et dans les montages aussi. Ça va, je suis dans les temps? Je vais démarrer à quelle heure? Ouais. Il me reste combien de temps? Il me reste 20 minutes? Un quart d'heure. Ok, je vais accélérer. Alors, les constats. Aujourd'hui, on a besoin de décarboniser. On a besoin de partir des énergies fossiles. Mais, on doit faire ça partout, pas que dans les pays développés, mais dans les pays en voie de développement qui ont été laissés au bord de la route jusqu'à présent.
pour ce faire, pour décarboniser, il faut électrifier, il faut des artefacts de plus en plus complexes, dont les gens, ils ont besoin de comprendre. Les gens, ils ont besoin de rentrer dans une boîte qui est très compliquée. Et ces choses-là qui permettent l'électrification, pour rentrer dans un problème compliqué, nous, on est persuadés qu'il faut partager. Il faut faire ça ensemble. Et non, on s'est tout seul à ramer contre le courant et on abandonne. Et pour faire ça avec des passionnés, pour monter en compétences, créer des solutions par rapport à des problèmes locaux qu'on connaît bien, on croit qu'il manque un outil multifonction open source, des prototypages rapides en électronique de puissance. Ça, c'est notre constat. Et c'est ça qu'on part pour créer les projets en tech. C'est un gros problème, parce qu'aujourd'hui, l'électronique de puissance, c'est un gigantesque marché. Et en fait, il a de tout. Il a des alimentations, il a des onduleurs, il a des alimentations des moins des 3 kilowatts, des alimentations de laboratoire, des outils, des alimentations pour faire des expérimentations laboratoires. Et du coup, tout ça, il faut avoir de plus en plus du monde qui rentre dans ces trucs-là, si on veut décarboner l'économie. Du coup, c'est ça que nous on propose. On propose une solution à ce problème, c'est que on propose un produit communautaire, compact, versatile, accessible et complètement open source pour apprendre à prototyper des produits utilisant l'électronique de puissance. C'est l'objectif. On veut faire l'Arduino de l'énergie. Point. Comment on fait? Les concepts de base qu'on porte, c'est que on fait un bac à sable technologique. On a un hardware libre et standard. On a un IDE qui est libre aussi. On utilise VS Code avec une plateforme IDE. Mais on a tous des modules qu'on a programmés pour un OS embarqué pour cacher la complexité de l'utilisateur. Donc, on a toute une interface logicielle, on va dire, qui est cachée. On a une documentation qui est unifiée dans son endroit et un système de monitoring, des logiciels de monitoring qui sont aussi open source. Comme ça, la chaîne complète. Et nous, on cible interagir avec l'académie, l'industrie, avec des métiers aussi. Avoir une communauté qui est vaste. Et être utilisé comme moyen de créer de nouvelles idées et de faire émerger de nouveaux talents. Donc, on a 3 propositions de valeur différentes. On a un bac à sable dans lequel vont jouer les makers pour avoir une électronique de puissance paramétrable, les entreprises pour mettre en œuvre rapidement le banc des concepts et les enseignants et chercheurs pour faire l'enseignement et la recherche à partir d'un même outil de base. On a créé donc un écosystème. Aujourd'hui, on a une carte de puissance, la carte Twist, et une toute petite carte dans un format d'une Fed qui c'est la Spin. Je peux vous expliquer à la pause, mais en électronique de puissance, ça suffit pas de prendre un Atmega et de l'utiliser pour piloter un convertisseur, ça marche pas. Ça marche, mais c'est pas aussi bien. Pour avoir des bonnes performances, on a besoin des puces dédiées, et des puces dédiées des pilotages de l'électronique de puissance, il y en a pas en format prototypage rapide. En tout cas, il y en a dans des cartes Nucléo et tout. Mais là, on a séparé, on a fait une petite cartelette à partir de laquelle on peut avoir des rapports cycliques, des résolutions de fou, mais on peut aussi avoir des synchronisations intertechniques. C'est c'est un gros bazooka. Mais on n'a pas que la Twist, on a aussi la charte, une petite carte basée sur une ESP32. Elles ont à peu près le même profil parce qu'elles peuvent se mettre dans des caviers, dans des racks 19 pouces. Et notre idée, c'est d'arriver au point où soit on peut l'utiliser en standalone, soit on peut racker, monter en puissance, les brancher ensemble parce que toute la logique de communication est aussi intégrée et arriver à monter les prototypes dont on a besoin très rapidement. Et voilà. On a eu des focus groups un peu partout dans le monde. Avec en Écosse, avec Supélec, Lyon, laboratoire Ampère et avec LibreSolar en Allemagne. Et à chaque fois, on est arrivé avec la carte, on est arrivé avec ce qu'on avait. Les gens, ils nous ont testé et on a fait des focus groups, ils ont donné des retours, on a intégré et on a itéré comme ça depuis 2 ans. On travaille sur ce projet. Donc l'objectif, vous avez compris, c'est d'être l'Arduino de l'énergie. Donc arriver à avoir les mêmes types casser la barrière des complexités dans la même façon qui a été faite par Arduino ou par Raspberry Pi ou par Pi. Et nous, du coup, pour pouvoir protéger notre communauté, on a choisi un bouquet de licences qui font que c'est plus restrictif au niveau hardware pour
pour éviter une divergence au moins au début du hardware, parce que le hardware, ça prend vraiment du temps, et si tout le monde part chacun dans son délire, on va pas réussir à centrer les efforts. Documentation, on a mis du Creative Commons classique. Pour les IDE et les GUI, on a mis du GPL v2. GPL, ça permet d'interfacer avec des trucs libres et des trucs non libres. Donc, comme ça, on peut parler aux deux communautés. Et pour les dataware, on a utilisé quelque chose qui a du Apache 2, on peut pas le changer, mais ça marche. Et la logique, c'est que du coup, on a un outil et on peut créer des solutions à partir de l'outil. Et on peut valoriser la création des solutions tout en gardant un outil sur un format calibre. Et comment on a fait ça? Donc ça c'est une notion qui est importante. La notion d'outil où on a un ensemble qui est sous pays, qui est un ensemble de pays qui est sous licence libre, qui a du matériel, du logiciel et des données, qui appartient au CNRS ou aux universités. Et là, le dépôt il a été fait hier. Donc là, c'est un cours de dépôt. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est un outil, il y a une déclaration de mention, il a des licences qui sont affichées dessus, vous allez sur notre GitLab, tout est dedans. Et après, la notion de solution. On a 2 projets industriels qui ont mis quelques centaines de d'euros sur la table parce qu'ils veulent une solution à partir de cet outil. Ils ont besoin d'une solution, ils ne veulent pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, mais ils ont besoin de cycler des batteries, ils ont besoin de tester des moteurs électriques. Du coup, ils sont prêts à mettre, eux, soit de l'argent, soit du temps ingénieur. Et c'est pas grave si ça améliore l'outil derrière. Mais eux, ils veulent leur solution à la fin. Et la solution, c'est peut-être un fichier pensé qui a tout l'algorithme dont ils ont besoin derrière ou un modèle MATLAB. C'est ça qu'ils veulent. Même si, au passage, ils vont contribuer à un outil qui, lui, elle est libre et dont les contributions resteront libres. Et ça, c'est une partie du cadrage qu'on a dû faire dans légal autour de ce truc. Mais on est allé un peu plus loin. On a créé une fondation sous égide de la fondation du CNRS. Donc, alors, le CNRS, il a créé une fondation en 2019. Et nous, on a demandé de les rejoindre avec une fondation fille, on va dire. Et l'objectif de cette fondation, c'est d'être une entité publique avec sans but lucratif qui héberge toute la propriété intellectuelle libre. Et c'est la seule qui a le droit de choisir les licences. Le CNRS donne un mandat à la fondation et il abdique de son droit de changer la licence. C'est-à-dire que si demain quelqu'un arrive et pose l'argent sur la table devant le CNRS, il ne peut pas vendre la technologie unilatéralement. Donc c'est une protection de la communauté. Donc on a habillé la communauté par une fondation sous égide qui, dans les droits français, est ultra puissante, mais ne peut pas vendre. Et si les gens ne peuvent pas avoir accès à l'objet, ils ne peuvent pas manipuler, ils ne peuvent pas développer, donc nous, on va créer une startup pour commencer à mouliner et à fabriquer, sans aucune exclusivité sur la technologie. N'importe qui peut le faire aussi. Mais on a juste du temps d'avance. Et voilà. Donc, je suis ouvert à vos questions. Merci pour m'avoir écouté. J'ai fini ça un peu à vous avant parce que je veux quand même qu'on discute un peu avant la fin de